Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai fait plein à la station essence avec la voiture d'un ami et j'ai mis du E12 au lieu du B10. Oui, pas terrible ça. Ouais, mais bon, avec tous ces noms. Mais essence, samplon 95, 98. Franchement, il y a de quoi se perdre. Alors, dans cette vidéo, nous allons revenir à l'essentiel. Déjà, le carburant le plus vendu en France, c'est le gazole. C'est pas le diesel? Ah, très bonne remarque. En fait, gazole et diesel, ça désigne la même chose. Oula, je sens que je vais me perdre. Mais non, on va donner des moyens simples de tout retenir et de tout comprendre. Déjà, pour commencer, les bateaux qui transportent le pétrole, c'est des pétroliers. Donc ça transporte bien du pétrole. Oui, c'est incroyable. Ah, ok. Donc ça veut dire que le pétrole est la matière brute. Et c'est à partir du pétrole qu'on obtient tout le reste. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre les différents carburants qu'on peut trouver à la station essence. Yes, au moins j'aurai l'air moins con après cette vidéo. Et surtout, nous allons voir qu'en fonction du pays où vient le pétrole, il n'a pas les mêmes caractéristiques. Mais s'il n'existe pas un pétrole, mais des pétroles, qui dépendent de la provenance du pétrole, comment la voiture elle arrive à fonctionner si à chaque fois le pétrole est différent? Vous voulez des carburants adaptés à votre véhicule. Sauf qu'en fonction de la provenance du pétrole, celui-ci a des caractéristiques différentes. Donc on extrait le pétrole, on l'amène dans des raffineries. Ces raffineries transforment le pétrole pour que vous, peu importe d'où vient le pétrole, de quelle réserve, vous obteniez de l'essence ou du carburant qui soit toujours identique. Et voilà. Ah, mais du coup, le pétrole est différent, les raffineries font une transformation qui dépend de ce pétrole pour essayer d'obtenir le même carburant. Effectivement, dans chaque région, il y aura un pétrole qui va être différent. Et ce pétrole va devoir être amené dans une raffinerie particulière pour être transformé. Mais ça n'est pas tout, et c'est là que ça va être intéressant. Ah, Alors sur ce, je vous dis bonne vidéo. Le pétrolier amène la matière brute, du pétrole. Et à partir du pétrole, on peut obtenir plein de dérivés. De l'essence, du gasoil, et le diesel laisse de plus en plus sa place à l'essence pour des raisons environnementales. Le diesel est donc dépassé. Et les personnes âgées, elles aiment bien cultiver leurs petits légumes. quoi? C'est pour retenir que le nom du diesel, maintenant, c'est devenu le bioéthanol. Et sur les pompes, on retrouve la lettre B pour désigner le diesel. Pour l'essence, maintenant, vous retrouvez la lettre E. Et en fonction du pourcent d'éthanol qu'il y a dans l'essence, vous retrouvez un pourcentage. Par exemple, le 10, ça veut dire qu'il y a 10% d'éthanol, 90% d'essence. Et le 100, ça veut dire que c'est l'éthanol pur. Oui, quand vous faites le plein, vous mettez littéralement de l'alcool dans votre réservoir. Historiquement, on utilisait le pétrole plutôt que l'essence. Maintenant, ça devient l'inverse. La différence principale vient du fait que l'essence a besoin d'être mélangée à de l'air et d'une étincelle pour brûler. Le pétrole, lui, a besoin d'une compression d'air, et cet air comprimé au contact du pétrole va du coup s'échauffer et s'enflammer. Donc pour tout retenir en une image, le diesel, il faut imaginer une personne âgée, c'est dépassé. Donc dans des véhicules qui sont lourds, un véhicule lourd, ça appuie fort sur la route, beaucoup de pression. C'est grâce à la pression que ça va pouvoir avoir une inflammation. Et les vieux, ils sont à fond dans l'agriculture bio, c'est pour ça qu'on parle de biodiesel et que vous retrouvez la lettre B sur les pompes à essence. L'essence, à l'opposé, il faut imaginer une voiture toute neuve, toute légère. Et si c'est léger, ça s'envole dans le ciel, dans l'air. Donc c'est le contact avec l'air qui permet la combustion. Maintenant, on va aussi parler du fioul. C'est pour se chauffer, c'est ça? Oui, car il a été interdit comme carburant. Pourtant, il a bien été utilisé comme tel. Le kérosène, c'est classiquement le carburant des avions. Dans kérosène, vous entendez le mot zen, ça vous fait penser à un avion tranquillement qui se déplace dans les airs. Ou tout simplement partir en vacances, pour atteindre un lieu zen, comme les îles. Partie 2. Existe-t-il plusieurs types de pétrole en fonction de la région du monde? Chaque gisement pétrolier recèle une qualité de pétrole différente, qui va être déterminée par la proportion par exemple de particules lourdes et légères, ou la présence d'impuretés. Mais la caractéristique qui nous intéresse le plus, c'est la densité. Le bitume, qui est un dérivé du pétrole, c'est quelque chose qui coule. Ça fait pas de doute. Mais vous voyez bien que sur les marées noires, on voit le carburant flotter. Donc on peut obtenir des dérivés du pétrole plus lourds ou plus légers que l'eau. Et oui, je sais, les marées noires, c'est vraiment pas happy. Reprenons. J'ai pas compris. Pour connaître la densité de pétrole, on parle en unité API. Ah, c'était ça la blague. Happy. Un
un API faible, ça correspond à du bitume, alors qu'un API élevé, c'est plus léger que l'eau. Et les industriels veulent quelque chose de ni trop lourd, ni pas assez. Entre 10 et 45 API, on parle de pétrole conventionnel. Ah, attends, si chaque pétrole a un API différent, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même qualité, donc ils n'ont pas le même prix non plus? Et non, certains ont un API élevé, et d'autres un API faible. Si avec ça vous retenez pas, donc il n'existe pas du pétrole, mais des pétroles. Et le pétrole, comme le charbon, ça s'est formé grâce à la décomposition de résidus organiques. Et c'est la dégradation de cette biomasse qui donne le carburant. C'est pour ça qu'on parle de biocarburant. Et quand on dit bio, c'est par rapport à la biomasse. Ça n'a aucun rapport avec l'agriculture biologique. Ça, je pense que vous en doutiez. Sauf que, au cours de l'histoire, le climat n'était pas le même en fonction de la région du globe. Donc la biomasse qui s'est décomposée n'a jamais été la même de manière uniforme. Et donc pour chaque forêt différente que vous avez pu avoir, s'il y a du pétrole qui s'est formé, il a une nature forcément différente, en lien avec la forêt qui était avant. Pourtant, j'ai pas besoin de me poser la question, mais d'où vient le pétrole que je mets dans ma voiture? Je sais que peu importe d'où il vient, ça fonctionnera. Logique, tu n'as pas de voiture. Et en plus, on achète du pétrole dans différentes parties du monde. Alors qualitativement, ça veut dire qu'ils ne se valent pas tous? Exactement. Mais comment s'y retrouver dans ce bazar? Comment savoir si on a acheté du bon ou du mauvais pétrole? Comment faire du commerce avec du pétrole si chaque forage a une qualité différente et donc un prix qui devrait être différent? C'est un peu comme si vous achetez des pommes sur un marché. Si chaque pomme avait une qualité différente, comment acheter des lots? Imaginez que chaque bouteille représente un forage différent. Comment savoir à quel prix je peux acheter par exemple le pétrole de ce forage? Ça me paraît simple, on a juste à regarder le prix des autres lieux de production et faire pareil. Et non, car le problème c'est que ce n'est pas la même qualité. On ne peut pas comparer les deux aussi facilement. Et en plus, peut-être que le prix de ce forage va augmenter sur les marchés, alors que celui-ci sera moins bien coté pour ce moment-là, et donc va diminuer. Donc les prix peuvent varier de manière indépendante. Oula! En fait, la solution est toute simple. Vous prenez les gisements qui ont à peu près les mêmes qualités. Vous faites un package, vous dites ça se ressemble, on fixe un prix en fonction des caractéristiques qu'on retrouve à peu près similaires dans ce paquet. Le prix de ce paquet, je le représente ici par une bouteille de référence. Finalement, sur le marché, on va étudier seulement cette bouteille de référence, la variation de ses prix. Et au moment de l'achat, vous allez vous dire par exemple que cette bouteille vaut 10 €. Et il y a une décote qui va être faite sur les sous-productions. Donc celle-là vaut 10 €. Imaginons que nous avons déterminé qu'il y a une décote de moins 5 € pour cette bouteille. Si celle-ci vaut 10, on se dit 10 moins 5, donc celle-là vaut 5. Si les variations de ce pétrole augmentent, que la demande est plus importante, la valeur de ces bouteilles sera peut-être de 50, donc celle-là passera à 40. Quel est l'intérêt de cette méthode? C'est de finalement faire des packages, de regrouper les pétroles qui sont différents sur des caractéristiques communes, de juste étudier les variations de prix de ce pétrole de référence, et grâce aux décotes qui sont établies pour chaque gisement, on peut obtenir à quel prix on va acheter dans ce gisement. Comme ça, connaissant juste la valeur de référence, j'ai plus qu'à appliquer une petite décote, et c'est bon, je sais à quel prix je pourrais acheter cette cargaison. Mais parlons plus sérieusement. Comment est-ce qu'on fait dans la vraie vie pour classer nos bouteilles, nos gisements similaires? En fait, les gisements seront similaires, auront des caractéristiques proches, s'ils viennent du même endroit géologique. Car les pétroles issus de gisements voisins ont souvent des caractéristiques qui se ressemblent. En gros résumé, on distingue 3 types de pétrole principales en fonction de leur provenance. Attends, je suis pas sûr de comprendre. Chaque pétrole a une caractéristique différente, on prend 3 régions principales du monde, et on s'en sert de référence? Exactement. Les plus utilisés sont l'Arabian Light, le pétrole brut du Moyen-Orient, le Brent, le pétrole brut européen, et le West Texas Intermediate, WTI, le pétrole brut de référence américain. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, définit la décote qu'on avait déterminée tout à l'heure. Donc si vous connaissez par exemple le prix du Brent, il vous suffit de connaître la décote fixée par l'OPEP pour savoir à quelle valeur vous allez acheter ce pétrole, en fonction du Brent. Pour un autre gisement, vous allez encore regarder le Brent, et vous allez trouver une autre décote. Partie 4. Est-ce que les raffineries sont-elles spécialisées dans seulement le raffinage d'un type de pétrole, par exemple du Brent? La question est intéressante, car certains critiquent les sanctions qui sont faites contre la Russie, car si on n'a plus de pétrole qui vient de Russie, est-ce que nos raffineries seront aptes et pourront tourner avec un pétrole qui vient d'autre part? Le point qu'on a bien abordé, c'est que le pétrole est différent en fonction de là où il provient. Donc, ça demande aussi des raffineries différentes
pour réussir au final à obtenir un pétrole à peu près similaire. Comme on l'a dit dans l'intro, des pétroles différents, des raffineries qui vont du coup être différentes en fonction du type de pétrole, pour que vous obteniez un carburant qui est identique, peu importe de l'origine du pétrole. Et c'est là que le problème se pose, car d'après certains, pour le pétrole Brent, il va falloir des raffineries qui seront spécialisées. Et vous ne pouvez pas faire un switch aussi facilement avec un autre pétrole. Mais il faut rajouter un niveau de détail, c'est que le carburant obtenu, les normes de celui-ci vont être fixées en fonction du pays. Donc les raffineries doivent être adaptées à l'origine du pétrole et vont produire du carburant différent en fonction des normes du pays. Donc on comprend assez facilement que les raffineries se trouvent dans les pays qui achètent et vont consommer ce pétrole. Ces raffineries ne seront plus adaptées? Exactement. Acheter chez un autre fournisseur demande de repartir de zéro pour les moyens d'approvisionnement, de transport et pour les infrastructures de raffinage. Partie 4, nous allons rapidement voir comment ça fonctionne le raffinage. On distingue généralement deux gros types de produits créés suite au raffinage. Les produits énergétiques tels que l'essence, le diesel, le fioul. Les produits non énergétiques tels que le bitume, le naphtha, les lubrifiants. Et comment ça marche le raffinage? Le pétrole brut est distillé dans des grandes tours. Et en fonction de la hauteur, on ne va pas récupérer les mêmes produits. Vous imaginez bien que les produits les plus légers vont monter les plus hauts. Ceux qui sont les plus lourds vont rester en bas. Et c'est pour ça qu'on parle de coupe de pétrole. Car littéralement, en fonction de la hauteur de la tour où on se trouve, on fait des coupes, on fait des sections. Par exemple, allez, à 2 mètres du sol jusqu'à 3 mètres. On fait cette distillation 2 fois. Une fois à pression atmosphérique et ensuite à pression négative. Donc, genre, si je monte en haut de la tour, ça va être les composés les plus volatiles. Oui, ça correspond au gaz et à l'essence. Et un autre avantage, c'est que les éléments, effectivement, s'évaporent pas à la même vitesse. Mais du coup, on peut aussi enlever les impuretés qu'on ne veut pas. Mais attends, comme c'est une tour, ça veut dire qu'à chaque fois, on va être obligé de produire tous les composés qu'on retrouve à chaque étage, même si on veut que les produits, par exemple, tout en haut? Oui et non, car on peut quand même s'adapter. Les industriels arrivent à orienter la production pour obtenir les produits qu'ils veulent. Par exemple, tous les éléments les plus lourds sont de moins en moins demandés. Donc ils peuvent s'organiser pour que la tour produise beaucoup plus d'éléments légers qu'on récupérera en haut et moins d'éléments lourds. Alors, je résume. Les raffineries sont adaptées à un type de pétrole. Le carburant produit sera adapté aux normes du pays. Et les raffineries peuvent adapter la proportion de produits obtenus en fonction de la demande nationale. Mais c'est pas fini, et loin de là. Ensuite, avec tous ces produits obtenus, ils les remélangent, ils refont d'autres transformations pour enfin obtenir le produit désiré. Et je vous jure qu'il faut beaucoup d'autres étapes. Mais bon, à quoi ça sert de savoir tout ça au final? Déjà, à voir le pétrole autrement. Mais c'est ta phrase de fin, ça. Maintenant, à chaque fois que j'irai faire le plein, je me dirai, mais tiens, d'où il vient ce pétrole? J'espère qu'il vient d'une zone de qualité. Mais surtout, ça permet de comprendre la géopolitique du pétrole. Si les raffineries sont si complexes et du coup adaptées en fonction d'un type de pétrole, vous imaginez un petit peu l'enjeu et la pression qu'on peut mettre sur un pays si on le prive du coup d'un accord en pétrole? Ces raffineries ne seraient plus adaptées. Ainsi, les sanctions sur le pétrole de Russie n'est pas seulement une sanction contre la Russie, mais demande aussi une adaptation à une échelle nationale. Il faut trouver un autre endroit pour acheter le pétrole et ensuite adapter nos raffineries. Partie 5. Mais pourquoi les usines sont adaptées en fonction du pays? Ces usines produisent des pollutions, qu'elles soient auditives, odorantes, visuelles, et toutes ces normes ne sont pas forcément prises en compte en fonction du pays. Par exemple, en Europe, même le bruit est pris en compte. Donc si on est au point d'imposer une nuisance sonore maximale tolérable pour les raffineries, par exemple en Europe, vous imaginez bien le nombre de paramètres sur lesquels on peut jouer, et que tous les pays du monde ne feront pas les mêmes choix. Et c'est ainsi que les normes deviennent de plus en plus complexes, et que maintenant, des nouvelles raffineries sont construites dans les pays tels que l'Afrique, l'Asie, où les normes sont là moins exigeantes. Si vous transportiez d'un coup de baguette magique les raffineries de l'Afrique ou de l'Asie en France, elles ne seraient pas autorisées. Par contre, on a le droit d'acheter des produits qui arrivent de ces raffineries. Ça pose pas de problème. Un autre point qu'il faut aborder, la qualité du pétrole dépend aussi de l'époque où on est. Et donc si la qualité du pétrole change, les raffineries seront aussi obligées d'évoluer dans le temps. Mais pourquoi la qualité du pétrole évolue? Imaginez que ça représente une profondeur. Nous avons la terre ferme au-dessus. En fonction du prix du pétrole, ça peut être rentable de descendre plus ou moins profond. Si le prix augmente, pourquoi pas descendre plus bas? Le gisement sera rentable. Si le prix est trop bas, ça va pas être rentable de perforer toute cette partie pour aller jusque là. Et c'est là que c'est très intéressant. Pour que les gisements des États-Unis soient rentables, il faut qu'il y ait un prix de pétrole qui soit élevé. Donc les USA ont des accords avec les autres pays exportateurs de pétrole
pour que les prix soient arbitrairement augmentés. Si les prix des pétroles n'étaient pas gonflés arbitrairement, les États-Unis ne pourraient pas avoir de gisement qui serait rentable. Donc les USA préfèrent augmenter globalement le prix du pétrole pour pouvoir aussi, eux, être rentables. Partie 6, le fonctionnement du marché du pétrole. Les compagnies pétrolières extraient le pétrole. Et les filiales négocient la cargaison pour la revendre ensuite aux raffineries. En résumé, si ces traders ont acheté du stock qu'ils n'arrivent pas à revendre, ils sont obligés du coup de le redonner à perte, car leur but est seulement d'acheter à la source pour le revendre aux raffineries. Si les raffineries ne veulent pas l'utiliser, eux ne sont pas dans la possibilité de le stocker. Mais qu'est-ce qui se passe si les traders ne peuvent plus le vendre, ce pétrole? Par exemple, qu'ils l'achètent et essayent de le revendre plus tard à des raffineries, mais ils n'en veulent plus, comme pendant la période de la Covid. Exactement, et attention, c'est là que c'est super intéressant. Imaginez que je suis trader. Comment ça se passe? J'achète une cargaison de pétrole avant que celle-ci soit produite. Ça permet d'assurer une revenu à la compagnie qui extrait le pétrole. Peu importe les fluctuations du prix futur du pétrole, elles seront sûres au moins de faire des bénéfices. Donc j'achète cette quantité qui n'est pas encore extraite. J'espère que son prix va augmenter. Comme ça, je vais pouvoir le revendre encore plus cher à des raffineries et ainsi dégager du bénéfice. Mais sauf que si le jour J, que la quantité a bien été extraite, mais que personne ne veut acheter mon pétrole, par exemple si il y a la Covid et que les consommations de pétrole diminuent. Dans ce cas-là, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne peux pas stocker ce carburant, donc je vais être obligé de le vendre à perte par rapport au prix où je l'ai acheté. Ah, mais c'était donc ça l'histoire des prix négatifs du pétrole? Je le vends, mais moins cher que ce que je l'ai payé. Mais si les productions sont sans arrêt achetées et revendues au plus offrant, en fonction de l'offre et la demande, ça veut dire que le pétrole ne vient jamais forcément du même endroit. Et donc, les raffineries, elles sont obligées de s'adapter. Elles peuvent pas être spécifiques d'un type de pétrole. Ou alors, j'ai pas compris. Partie 6. Alors ces raffineries, sont-elles des usines spécialisées ou des véritables couteaux suisses qui sont capables de s'adapter aux différents types de pétrole? Je me suis rendu compte durant mes recherches qu'on parlait souvent que les raffineries étaient spécialisées en fonction du type de pétrole. Et c'est ainsi que certains critiquaient du coup les sanctions russes en disant que ça allait être négatif pour les autres pays. Et c'est d'ailleurs suite à ça que je me suis lancé dans ces recherches. Pourtant, quand on y réfléchit, avec toutes ces histoires de traders, de revente, les raffineries du coup achètent au plus offrant et toujours des stocks différents si ça suit la loi de l'offre et la demande. Donc ça veut dire qu'elles sont capables de s'adapter à des nouveaux pétroles. En fait, à l'origine, les raffineries étaient simples. Il y avait seulement une tour de distillation à pression atmosphérique. Maintenant, la plupart en ont deux, et maintenant, il y a beaucoup plus de procédés complexes qui sont rajoutés. Pourquoi? Ils ont été obligés de rajouter des niveaux de complexification pour que le rendement augmente. C'est-à-dire que pour la même quantité de pétrole, ils arrivent à produire plus d'essence. Et ils sont obligés de passer par ces étapes de complexification pour être rentables et pour être concurrentiels. Mais en poussant ces niveaux de complexification au maximum, ils vont développer des techniques très complexes, adaptées au millimètre près à un type de pétrole. Et là, la raffinerie devient dépendante. Mais ça n'est pas une dépendance qui est stricte. Il suffit qu'elle fasse des recherches pour savoir quel nouveau protocole elle pourrait mettre en place si elle reçoit un pétrole différent. En plus, le carburant qui doit être livré à la fin au pays a quand même une fourchette de tolérance. Donc en fait, en fonction du cahier des charges qui va être imposé, pour chaque matière première différente, pour chaque pétrole différent, car nous avons vu qu'il y avait plusieurs types de pétrole, ces raffineries vont faire plein de tests, et une fois qu'elles auront trouvé la bonne recette, elles vont pouvoir l'appliquer et lancer la production. Donc oui, les raffineries sont adaptées à un type de pétrole, mais si celui-ci change, il suffit de changer la recette, comme pour la cuisine. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On a vu du coup les différents types de carburants qui pouvaient être produits à partir du pétrole, qu'il n'existait pas un pétrole mais des pétroles. On a touché 2 mots sur le marché du pétrole. On a vu que ces raffineries étaient très adaptées à un type de pétrole, mais qu'elles pouvaient quand même s'adapter à d'autres types de pétrole. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi je me suis régalé à tourner et à écrire cette vidéo. Alors je vous dis à la prochaine, c'était Francis Boyer de Voir Autrement. Ciao!